Merci beaucoup d'être avec nous sur Média TV. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois. Et je suis particulièrement heureuse et honorée et émue de vous retrouver pour cette dernière de la saison d'On dit tout pour cette année. Donc je vous remercie pour votre fidélité. J'aurai l'occasion aussi de vous remercier encore une fois, de remercier l'équipe et les invités qui acceptent tous les week-ends d'être avec moi pour l'émission On se dit tout. Aujourd'hui, une émission spéciale. Alors, c'est avant tout une émission pour famille, mais aujourd'hui, ce sont les enfants qui feront l'émission pour vous. Je vous explique. Pour tous les reportages, nous avons fait appel à différents enfants pour différentes thématiques. Que ce soit leur métier d'avenir, que ce soit l'alimentation, que ce soit le « on a testé pour vous ». Enfin, autant de sujets qui les intéressent et qui vous intéressent et par lesquels et à travers lesquels nous allons apprendre pas mal de choses. Mais les adultes ne sont jamais très loin pour les commentaires. Des spécialistes sont avec moi justement pour l'émission également. En tout cas, je vous propose que j'aille les rejoindre, les grands. Les petits seront avec nous dans les reportages et on fera l'émission tous ensemble. À tout de suite, on démarre. Merci. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver, comme je vous le disais, particulièrement ému de vous retrouver pour cette dernière de la saison. Le dernier dimanche du mois de juin signe la fin d'On se dit tout pour cette saison. En tout cas, j'aurai le plaisir aussi de remercier toute l'équipe qui m'a accompagnée tout au long de cette saison 2018-2019 et bien sûr tous les invités qui sont venus semaine après semaine, week-end après week-end pour faire l'émission pour vous, vraiment avec autant de générosité que possible. Et merci à vous aussi pour votre soutien à travers notamment les réseaux sociaux. Je suis très heureuse de vous présenter ceux qui ont accepté de faire cette dernière avec moi. D'abord, toutes les superstars que nous allons voir tout à l'heure dans les reportages, les enfants et puis bien sûr aussi les spécialistes, les experts. Merci à vous, Fairouche Bani, d'être avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, vous êtes maman, vous êtes donc concernée par pas mal de sujets aujourd'hui. Effectivement. Et vous êtes aussi entrepreneur sportif. Merci beaucoup d'être avec nous, c'est un plaisir de vous recevoir. Une autre maman qui est là, mais qui est aussi coach, c'est vous, Iman Jbilo. Merci beaucoup d'être avec nous, c'est un plaisir de vous recevoir. Et puis à vos côtés, un papa aussi, et qui est spécialiste également en nutrition, le docteur Karim Louali. Merci beaucoup d'être là. C'est toujours un plaisir de vous recevoir tous pour cette dernière. Et je tiens vraiment encore une fois à vous remercier d'avoir fait le déplacement très régulièrement sur le plateau d'On se dit tout pour nos téléspectateurs. Beaucoup de générosité et beaucoup d'échanges sur le plateau. Alors, on va commencer par quoi? On a pas mal de sujets. On a qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier. On a le bien-être des enfants, mais cette fois-ci, c'est les enfants qui vont nous parler de jouer à l'extérieur ou rester connectés. On sait que c'est le grand dilemme des parents. On a aussi de l'alimentation. Qu'est-ce qu'ils ont en tête? Est-ce qu'ils savent qu'est-ce qui est bon pour la santé ou pas? Mais qu'est-ce qu'ils aiment véritablement? Et puis, le fameux on a testé pour vous aujourd'hui, c'est la top super Lina qui testera pour nous, justement, comment parrainer un chien, un animal abandonné. Voilà, on en saura plus et on sera ensemble pour commenter tout ça. On commence par quoi? Au boulot, mais cette fois-ci avec les enfants. Alors très souvent, lorsqu'on pose la question aux enfants, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, on s'arrête vraiment à la réponse, mais lorsqu'on leur donne la parole et lorsqu'on leur donne le micro pour qu'ils nous expliquent un peu plus de quoi il s'agit, eh bien on peut avoir plein de surprises et les idées vont même très loin. Ça va jusqu'à la déco du lieu de travail. Je vous propose de regarder Malek, Sophia et Lina. Je m'appelle Malek, j'ai 9 ans et demi. Moi, je voudrais être vétérinaire parce que j'aime bien les animaux et maîtresse, j'aimerais bien aider les enfants, ceux qui sont en difficulté, ceux qui ont des problèmes. Je m'appelle Sophia, j'ai 11 ans, je voudrais être... Parce que quand je vois par exemple une villa, je dis comment ils ont fait pour dessiner. C'est très difficile, surtout à l'intérieur, comment ils ont fait pour dessiner les escaliers et tout. Pédiatre parce que j'aime bien les enfants, j'aime bien les soigner, j'aime pas qu'ils pleurent, j'aime pas qu'ils souffrent. Je m'appelle Liena, j'ai 9 ans et je voudrais être orthophoniste pour aider les enfants à parler et aussi pour les problèmes d'écriture. J'aimerais aussi aider les enfants pour le langage, le retard du langage. Et vous les filles, vous imaginez toute une journée dans votre cabinet? Oui, mais moi j'aurais pas d'infirmière
et j'aurai plein d'enfants dans la salle, mais ce n'est pas un problème. Je ne vais pas les voir pleurer. Au contraire, je vais jouer avec eux, leur donner des activités. Moi aussi, je vais avoir un cabinet, mais j'aurai beaucoup d'infirmières qui vont m'aider, qui vont me rincer des ciseaux. Est-ce que toi, tu préférerais, toi, rincer tes animaux pour ensuite les sécher, ou l'infirmière ou quelque chose comme ça? Non, bien sûr que ça sera moi, parce que c'est moi, c'est moi qui va faire des opérations. Les infirmières, c'est juste qu'ils vont m'aider. Et toi, Sophia, comment tu prévois ta salle d'attente? Dans mon cabinet, il y aura des petites balanceurs pour les bébés. Il y aura la place où ils vont changer leurs couches et tout ça. Mais pour ça, tu dois avoir un grand cabinet. Quoi changer la couche, ça te demande beaucoup de travail, moi, à mon avis. Oui, mais elle peut faire, par exemple, dans les toilettes, un côté avec bébé et d'autre côté, toilette. Les filles, je peux vous poser une question? Oui. C'est qu'en fait, s'il y a des enfants qui sont mal polis dans ma classe, qu'est-ce que je ferais? Aïe, aïe, aïe. C'est pas qu'ils sont mal polis, c'est qu'ils ont pas... le truc qu'ils font en classe, ils peuvent pas le faire à la maison, parce que je pense qu'à la maison, ils n'ont pas le droit. Donc ils sortent l'énergie à l'école, ils font pas exprès, ils aiment jouer avec leurs camarades, mais ils savent pas comment se comporter. Désolée de te couper, Sophia. C'est que en fait, avec la maîtresse, c'est tout le contraire de la maison. Je vois, par exemple, moi, je le fais, par exemple, des fois. Moi, je me dis que tu pourrais parler de ça aux parents. Sur le carnet de correspondance, c'est ça? Non, tu pourrais, oui, sur le carnet de correspondance, demander des rendez-vous ou tout simplement convoquer des parents. Mais à votre avis, les avertissements, ils servent à quoi? À mon avis, les avertissements servent à avoir des punitions. Pour moi, hein. Mais en tout cas, j'ai jamais eu d'avertissement. Alors, dites-nous justement, vous les grands, les adultes, les parents ici présents, quand vous posez la question aux enfants, je vous pose la question justement, Image Bilo, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? On s'arrête souvent à la réponse. Bon, mais on ne fouille pas, on ne va pas au-delà de la simple idée. Alors c'est vrai que quand on pose la question à un enfant et qu'il a une idée vraiment claire de ce qu'il veut faire plus tard... Parce que c'est des idées vraiment claires qu'elles ont. Elles sont claires, mais elles sont à cheval entre deux voire métiers, 3 métiers. Là, c'est normal que ça va attirer notre attention et notre curiosité surtout, qu'on va essayer de voir pourquoi l'un et l'autre des 2 métiers. On est obligé d'aller plus loin parce que, quelque part, là, on l'a remarqué pour les 3 jeunes filles, elles sont sur des métiers, peut-être qu'elles aiment, et d'autres métiers où il y a forcément de l'empathie. Donc, c'est plus l'émotion qui va jouer, qui va décider de ce qu'elles veulent faire plus tard sur un volet et l'autre. Maintenant, oui, c'est vrai que les parents, des fois, ou même les maîtresses, les maîtres et maîtresses à l'école, disent uniquement, alors, quel est le métier que tu veux faire? Et par la suite, quand l'enfant répond, on passe au second, au suivant. C'est dommage. Parce que des fois, les enfants n'ont pas réellement une réelle idée de ce qu'est le métier. Et ils se font peut-être une idée fantasmée ou une idée complètement erronée du métier qu'ils envisagent de faire par la suite. Aller avec eux, juste avec 3 ou 4 questions de plus, ils pourraient carrément changer d'avis et aller vers autre chose qui leur convient davantage. Exact. Donc, Alors, docteur Louali, est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez devenir médecin? Non, surtout Non pas. Et en fait, moi, la médecine, j'y ai atterri parce que j'étais victime de Georges Clooney et de Urgence, la série. Ah, ok, la génération Urgence. Oui, et une fois qu'on est dedans, on se rend compte qu'il n'y a pas de jolie infirmière, que ce n'est pas la télé. Et qu'il n'y a pas de Georges Clooney. Voilà, c'est tous les malheurs du monde, finalement, Ça, et qu'on intervient à un stade de maladie, de souffrance. Et puis, comme les enfants, c'est-à-dire à travers les expériences, on se forge une idée de ce qu'on veut faire. À 5 ans, ce n'est pas à 10 ans, ce n'est pas à 20 ans, ce n'est pas à 30 ans. Et puis, au fur et à mesure que j'avançais dans mon cursus,
j'avais compris que je voulais agir avant l'apparition de la maladie. D'où mon choix thérapeutique, c'est-à-dire d'être dans le préventif, c'est comme ça que ça s'est fait. Bon, j'étais plus dans le marketing, dans le commercial, etc., quand je pensais. Et finalement, je me suis retrouvé à la fac de médecine parce qu'il y avait ce volet humain, ce volet contact, ce volet aider l'autre. Ben, finalement, ça donne de bonnes choses. Mais quoique, moi, je reviens au niveau des écoles. Certes, moi, je suis d'accord aussi. Moi, je trouve qu'on ne creuse pas assez. Il y a des écoles qui font ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va inviter un professionnel pour parler de son métier. Moi, je trouve qu'il faut aller un tout petit peu plus loin que ça. Moi, je trouve qu'il faut inviter ces enfants à aller découvrir les métiers dans leur endroit. Ça serait très, très bien, parce qu'on manque cruellement d'orientation dans notre pays. Les enfants, ils sont perdus. C'est l'occasion d'ailleurs, l'été, les stages, pourquoi pas, des stages aussitôt. Mais alors justement, vous intervenez aussi, vous dites beaucoup dans le préventif, donc vous êtes beaucoup à la rencontre des enfants également. Est-ce qu'on vous demande, au-delà de l'information et du conseil, est-ce qu'on vous parle de votre métier? Est-ce que les enfants s'intéressent à la médecine, à la nutrition, etc. Il y a eu même des écoles qui m'ont invité à parler de mon métier au sein des écoles. Et bizarrement que ça paraisse, on était en train de parler en off tout à l'heure, et on se retrouve dans le cabinet en train de faire du coaching. Je fais de l'enseignement universitaire, je suis enseignant, et je me retrouve pas mal de fois à recevoir des mamans avec des enfants qui sont au bac, qui sont en orientation pour demander le conseil. Et ça prouve que vraiment au Maroc, ça manque. Des fois, les parents sont perdus, ils n'ont pas le niveau pour savoir. Il y a tellement de nouvelles branches et les enfants sont perdus. Et on fait appel à moi dans mon cabinet pour conseiller un petit jeune, un adolescent. Ça m'arrive assez souvent. Ça fait plaisir. Hein. Vous conseillez votre métier? Écoutez, je ne conseille pas mon métier. En fait, je dis à l'enfant ou à l'élève de chercher son bonheur et qu'il soit épanoui. Parce que quand on est épanoui dans son métier, on donne et on est heureux d'aller faire son travail. Et je lui dis, il faut que vous trouviez votre voie pour être heureux et épanoui. D'ailleurs, je fais ça avec mon fils, il est encore petit, mais je veux son épanouissement. C'est ça. Vous savez, ce n'est pas les premiers de la classe qui sont les plus riches aujourd'hui, forcément. Ni les plus heureux. Ni les plus heureux. C'est vrai. Donc, et finalement, qu'il soit artiste ou qu'il soit médecin, ben, s'il est heureux, tant mieux. C'est ce qui compte. Alors justement, celle qui a eu quand même une carrière assez atypique, c'est vous, Fairouz Chbani, parce que vous êtes danseuse professionnelle, vous êtes sportive, et ça, on va dire, c'est pas une carrière commune au Maroc. C'est pas un choix de carrière commun au Maroc. Alors au début, c'est-à-dire que moi, quand on me demandait quand j'étais petite ce que je voulais faire, c'était danseuse classique. C'était clair et net, c'était vraiment ma passion. Je m'imaginais toujours en petite ballerine en train de danser à l'Opéra de Paris. Ça n'a pas pu être le cas malheureusement. Donc j'ai continué à faire mon cursus en danse classique et en danse moderne. Mais bon, j'ai aussi fait une école de commerce à côté, j'ai étudié. Ça a été nécessaire ? Ça a été nécessaire. Les études, on va dire, carrées telles qu'on les connaît. C'est-à-dire qu'il fallait rentrer forcément dans une case, faire plaisir à l'entourage. Comme vous avez dit, on n'a pas été forcément bien orienté. On aurait pu m'orienter pour être professeur de sport, comme STAPS ou des choses comme ça. Mais bon, nous, à l'époque, c'était ingénieur, médecin, école de commerce, des choses comme ça. Donc, j'ai suivi un peu la voie comme tout le monde. Mais bon, j'ai quand même adoré ce que j'ai appris en école de commerce et ça me sert aujourd'hui. Et donc, j'ai travaillé pendant quasiment 6 ans en entreprise avant de, moi aussi pareil, de basculer complètement et de revenir à ma passion et à ce que j'aime. Le sport. À enseigner le sport et la danse. Exactement. Voilà. Et c'est vrai que la passion, c'est très important de l'enseigner très très jeune. Mais alors justement, cette génération qui a grandi, on va dire, avec ses cases, notre génération, est-ce qu'aujourd'hui avec les enfants, ou docteur Louali, vous le disiez il y a quelques instants avec votre fils, il est encore petit, mais ce que vous voulez, c'est son épanouissement, vous ne voulez pas forcément en faire un médecin ou un ingénieur, ou il peut faire ce qu'il veut, à partir du moment où il s'épanouit, c'est sûr qu'il va exceller. Fairouz, est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit avec votre enfant, même si, on va dire, je pense qu'ils ont le même âge, ils sont encore petits tous les deux? Alors, je dirais que je suis encore mitigée. C'est-à-dire que, très jeune, il a 2 ans, mon fils, et déjà on peut apercevoir quelle habilité il a. On voit s'il est manuel, on voit s'il est plus pensif. On peut déjà déceler quelques aptitudes ou pas. Mais c'est vrai que moi, je suis vraiment pour le laisser libre de faire ce qu'il aime, libre. Après,
forcément, avec mon métier et celui de son papa, peut-être qu'il aura tendance à être un peu... Parce que votre mari, c'est Hassan Baraka. Voilà, il est sportif de haut niveau, donc c'est vrai que le sport est constamment présent dans notre vie. Mais je pense que c'est une bonne chose, que c'est un bel exemple et un beau modèle pour lui, mais par contre, on n'a pas envie de le biaiser quant à son choix personnel de ce qu'il aimerait faire plus tard. Alors, vous parliez de détecter un petit peu déjà les centres d'intérêt des enfants. Ce qui permet de faire ça, souvent, on dit, c'est laisser l'enfant s'ennuyer, il va se découvrir une passion et il va s'occuper. Aujourd'hui, les parents reprochent beaucoup aux enfants d'être constamment connectés, d'être constamment sur les tablettes. Qu'en pensent les enfants? Est-ce qu'ils préfèrent vraiment être constamment connectés ou jouer à l'extérieur? On regarde et on revient pour en parler. Je préfère jouer à l'extérieur et rester connecté. Parce que moi, je préfère bien jouer avec mes amis en ligne et dehors parce que j'aime bien aussi profiter de la vie. Je préfère jouer à l'extérieur parce que je joue avec mes amis. Je préfère rester connectée pour que chaque jour, quand je suis sur l'internet, je vois ce qui se passe de nouveau. Je préfère rester connectée, par des fois jouer à l'extérieur. Des fois, je joue au FIFA en ligne. Je vois des vidéos de personnes que je connais et je vois la plupart du temps des tutos qui peuvent m'aider dans ma vie. Je préfère jouer aux jeux vidéo. Téléphone, c'est pas la réalité. Mais quand je joue avec mes amis, c'est la réalité. Je préfère jouer au foot que jouer au foot dans le téléphone. Je préfère jouer en regardant mes amis, en jouant avec eux, en les touchant. Tu te sens plus dans la vie réelle. Mais quand tu es connecté, c'est comme si tu n'étais pas là. Comme si tu parlais à ton téléphone. Je préfère rester connectée pendant maximum 1 heure parce que si je reste d'abord plus qu'1 heure, je vais avoir mal aux yeux. Et en plus, la plupart du temps, j'ai des révisions ou des devoirs. Si tu restes toujours connecté, ça va aussi, les lumières bleues du soleil, du téléphone, ça va te faire mal aux yeux. Et il faut un peu voir la nature et jouer à l'extérieur, avoir des amis. Alors, vous en pensez quoi? Épaté ou pas, Imen? Alors déjà, moi, ces enfants, leurs parents font bien leur boulot. Ils regardent Ronzito, c'est sûr, samedi, dimanche. C'est-à-dire que bon, les enfants sont informés, hein, ils savent ce qui est nuisible, ce qui n'est pas. Maintenant, ils sont tiraillés, hein, ils se contredisent. Donc, une fois, c'est « ouais, je préfère être connecté ». Après, non, moi, j'aime bien toucher mes amis, être en contact avec eux. Et ça, c'est la particularité de notre époque. Il ne faut pas non plus dire non, les enfants ils n'ont pas intérêt à être connectés parce que quelque part, c'est comme si on voulait les faire vivre hors de leur temps. La connexion est nécessaire parce qu'elle fait partie de leur vie. Maintenant, il y a un dosage qui est juste. Et exactement ce que je disais par rapport aux parents qui ont bien fait leur boulot, c'est qu'il faut informer ces enfants, pas les infantiliser par rapport à ce sujet, ne pas leur donner des ordres ou des consignes sans expliquer derrière. Expliquer, leur laisser le choix quelquefois. Bien sûr, dans un cadre, comme je le dis toujours, les limites sont nécessaires. Aujourd'hui, si on veut les Quand trois... vous dites, pardon, le choix dans un cadre, c'est les options, en fait. On leur donne des options? C'est les options. Il y a 3 piliers. Comme un tabouret à trois pieds, c'est l'amour, bien entendu, l'amour inconditionnel qu'on va leur donner. Il y a la transmission, quand je dis leur transmettre l'information, pour qu'ils aient une base, quelque chose de consistant, dans laquelle ils peuvent puiser, piocher des choses. Et l'autorité. L'autorité est nécessaire aussi. Si on voit qu'il y a... Parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas capables de se freiner, il y a de la compulsivité aussi. Donc quand on remarque qu'il y a de la compulsivité, il faut... faut trancher. Oui, il faut trancher. Ok, mais alors justement, là on est à la veille des vacances d'été. Et justement, c'est une période où il y a beaucoup de temps libre pour les enfants. On n'en a pas forcément. Et souvent, on ne peut pas tous les faire sortir, on ne peut pas passer la journée dehors. Et donc, on bosse et les enfants sont à la maison. Alors,
alternative numéro 1, c'est la télé et les écrans, enfin les jeux. Donc, quel conseil pour nous, parents, justement, pour gérer la situation, ou là, c'est plutôt aux enfants qu'il faut diriger le conseil? C'est le plus facile d'aller vers la télé et vers les écrans en général. Maintenant, si moi, maman, à chaque fois que j'ai un moment de libre, si j'ai passé la journée au travail en rentrant... Je m'affale. Je suis là devant, enfin dans mon ça fait fauteuil du bien quand même, avec mon téléphone. Oui, il faut pas non plus dire que bon, je le fais pas. Je le fais aussi, mais il faut quand même donner le bon exemple. Il faut être modélisant pour ses enfants et il faut qu'ils voient qu'on a de la passion. Tout à l'heure, vous disiez passion, et c'est très important. C'est un mot clé. La passion, leur apprendre la passion. S'il y a une valeur qu'il faut transmettre aux enfants aujourd'hui, c'est la passion, pour qu'ils soient heureux en tant qu'enfants, mais aussi pour qu'ils soient heureux plus tard dans leur métier, dans leurs études avant et jusqu'au bout, quoi. Alors, en parlant de modéliser justement et de modèle, vous le disiez, Férouz, il y a quelques instants, avec Hassan, votre époux, vis-à-vis de votre enfant, justement, et il baigne dans un environnement de sport. Oui. Alors, il n'a que 2 ans, c'est vrai, mais là, ils sont précoces, cette génération, comme on dit. Alors, il est plutôt jeu à l'extérieur, jeu tout court ou tablette? Alors, on sait que les tablettes sont interdites, tout ça on le sait, mais on sait que ça ne se passe pas comme ça en réalité. Quand on a un enfant, parfois, on lui colle une tablette sous les yeux, même avant 3 ans. Oui, alors oui, il est très jeu à l'extérieur. C'est un enfant qui aime beaucoup toucher la terre, qui aime courir, comme tous les enfants de son âge. Par contre, il n'aime pas beaucoup nager comme son papa. Okay. mais non, il a... moi, quand il me voit faire mes petites séances de yoga, je le mets à côté de moi, donc il apprend. Donc maintenant, quand je lui dis bébé yoga, il met la tête en bas, il se met en position. Donc j'essaie vraiment de le mettre à chaque fois que je suis à la maison et que je fais mes séances personnelles, de le mettre à côté de moi pour qu'il s'en inspire. Pareil, son papa, quand il est à l'entraînement, on l'emmène, il le regarde faire son vélo, il le regarde nager. Donc on essaie au maximum de lui trouver une passion, encore une fois. C'est vrai que des fois, il nous voit avec le téléphone, donc il vient regarder. Et puis, ils ont l'instinct, on dirait que c'est quelque chose qui est en eux. Ils savent très bien le manier. Il arrive tout seul à se retrouver, à regarder des dessins animés, des choses comme ça. Mais comme vous avez dit, c'est l'exemple. Il faut vraiment, quand on arrive, on prend un livre au lieu de prendre un téléphone. Et moi, je l'ai déjà fait cette expérience. Quand je prends un livre, mon fils va me dire « lis-moi une histoire », il me ramène une histoire. Après, c'est vrai que ça demande de l'implication personnelle. Il faut du temps, mais bon, on est obligé pour en faire des enfants responsables, justement, et qui prennent conscience qu'il y a un tout dans la vie, finalement, et que chaque chose est à sa place. Voilà. Karim Ouali, par rapport à ça? Écoutez, tout ce qui est tablette et informatique, il faut utiliser ça à bon escient. Ouais. C'est-à-dire, on ne peut pas enlever ça à cette génération. Moi, mon fils, il se demande toujours pourquoi notre télévision n'est pas tactile. Parce que il ne comprend pas. C'est-à-dire il va vers la télé parce qu'elle est sur un meuble bas. Et il veut changer. Donc déjà, il est en avance par rapport aux marques, etc. Mais moi, je pense qu'il faut responsabiliser les enfants sur ce point. Parce que l'exemple, c'est les parents. On en parlera tout à l'heure quand on parlera de nourriture, c'est pareil. S'il ne voit pas ses parents prendre un livre, s'il voit ses parents scotcher un téléphone portable ou une tablette, il fera pareil. Moi, l'histoire du soir, je l'ai instaurée dès le jeune âge, même quand il ne comprenait pas. Et aujourd'hui, c'est une tradition, c'est-à-dire il sait que le soir, on va lire l'histoire avant de dormir, c'est un rituel. Et puis, moi, mon fils, il aime plutôt le plein air. Parce qu'il aime courir, même pas les jouer, juste de l'espace et courir en plein air. C'est une très très bonne chose, moi je l'encourage, mais moi je dis que les parents sont responsables. Pourquoi? Parce qu'on ne sous-traite pas l'éducation de ses enfants. Comme on trouve le temps d'aller dans une réunion ou d'aller voir ses amis ou d'aller faire son sport, il faut trouver le temps pour ses enfants, parce que c'est des moments qu'on ne peut pas sous-traiter aux autres, qu'on ne peut pas acheter pour les autres, et il faut trouver le temps pour le passer avec ses enfants, parce que c'est essentiel pour leur épanouissement et pour qu'ils trouvent un modèle qui puissent suivre. Mais les enfants, quand même, qu'on a eu dans le reportage, c'est vrai qu'ils sont tiraillés entre les deux parce que c'est leur époque, mais j'ai trouvé qu'il y avait une forme de prise de conscience, surtout quand ils ont parlé du besoin du contact avec l'autre, le vrai contact. Et ça avait l'air sincère, ils n'ont pas appris la leçon, on va dire.
N'est-ce pas, Imen? Oui, ça paraissait sincère, surtout que le mot était accompagné de gestes, c'est-à-dire que le corporel aussi disait que c'était vrai, c'était authentique. Maintenant, moi j'ai senti personnellement, après à vérifier, parce que bon, il faut peut-être passer plus de temps avec l'enfant pour comprendre réellement ce qui se cache derrière ces mots, mais aujourd'hui les enfants ont du mal, il y en a qui ont du mal à se faire des amis. Parce qu'en étant tiraillés justement entre le connecté et le contact physique, des fois, ils ratent des occasions de connaître des gens qui vont, enfin des enfants de leur âge qui vont être plus compatibles. Et du coup, il y a ce mal-être qui s'installe des fois. Je n'arrive pas à me faire des amis ou je n'arrive pas à les garder, surtout dans la durée. Donc c'est pour ça qu'on va se rattraper, on va dire oui, mais moi j'aime bien être en contact, j'aime bien toucher, j'aime bien jouer avec mes amis. Maintenant, juste pour parler de ce qu'on a dit là sur le plateau par rapport à l'histoire. Oui, c'est super, c'est-à-dire des activités intellectuelles, c'est génial, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, faire cuisiner avec ses enfants, c'est génial aussi. Apprendre à faire des coiffures quand on a des petites filles. Moi, j'ai 2 filles. Je suis d'accord avec vous, mais tout ça, ça dure très peu de temps. C'est-à-dire, les vacances d'été, je vous donne un exemple, ils se réveillent, bizarrement, ils se réveillent beaucoup plus tôt que s'ils devaient aller à l'école, alors que normalement, l'année, on les tire du lit. Et donc, ça fait de longues journées. On va cuisiner, on va jouer, on va s'ennuyer. Enfin, voilà quoi. C'est de longues journées quand on imagine qu'on va tout faire avec eux. C'est ça. Alors que ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire quelques activités avec eux et leur montrer qu'ils sont capables d'inventer des choses. Pendant qu'on fait une activité en leur compagnie, on leur montre que dans l'activité, ils peuvent prendre des initiatives et aller au-delà du jeu ou au-delà de l'activité. Par exemple, on parlait de responsabiliser les enfants. Les responsabiliser peut-être même avec un animal de compagnie. Ça, c'est très important. Juste mettre un animal de compagnie, mais pas l'animal qui est toiletté chez le vétérinaire, qui vient tout propre, on ne s'occupe de rien. Non, le chien à qui on va devoir enlever les puces, qu'on va soigner, qu'on va laver et tout ça, ça responsabilise et ça donne d'autres activités aux enfants. C'est ça. Et puis penser aux activités extrascolaires, moi je pense que c'est intéressant, parce que plus tôt on met l'enfant dans la musique, dans le théâtre, des choses comme ça, on lui permet d'avoir une certaine conscience pour gérer les problèmes d'adolescence plus tard. C'est-à-dire on va l'élever intellectuellement pour qu'il puisse être responsable. Parce que chez les enfants, dans la nourriture, on va en parler. Il ne faut pas interdire. Il faut expliquer et le laisser faire son choix. Alors justement, on a une belle activité qui pourrait intéresser pas mal d'enfants, qui a été testée par une petite star, notre chroniqueuse, qu'on retrouve juste après une courte pause. À tout de suite. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette toute dernière émission de la saison d'On se dit tout, saison 2018-2019. On dirait un défilé de mode, saison 2018-2019. C'est juste nous, hein, tout simplement. Notre émission, justement, du samedi et du dimanche sur Média TV. Je suis très, très heureuse de boucler cette saison pour vous avec mes invités. En tout cas, vous avez été très nombreux à nous encourager, notamment sur les réseaux sociaux. Et toute l'équipe souhaiterait justement vous en remercier. Je remercie toutes les personnes qui sont avec moi aujourd'hui. D'abord, Malak, Sophia, Lina, qu'on a vu dans le reportage. On aura avec nous aussi la superbe Lina, une autre Lina, dans un petit moment. Vous allez comprendre tout cela si vous venez de nous rejoindre. C'est que tous les reportages ont été réalisés avec des enfants pour essayer de comprendre ce qui se passe dans leur tête par rapport à différents sujets qui nous préoccupent, nous en tant qu'adultes et en tant que parents. Et puis, sur le plateau, des parents, mais en même temps des experts, pour discuter de tout ça. Faiz Beni, merci beaucoup d'être là. Merci. Vous êtes entrepreneur sportif, vous êtes maman. Iman Jbilo, maman également, est coach. Et à vos côtés, Dr Karim Louali, papa et nutritionniste, comme quoi, médecin nutritionniste, comme quoi on a des papas et des mamans sur le plateau, pas uniquement, et moi maman aussi, double casquette. Alors, on parlait tout à l'heure d'activités, responsabiliser les enfants à travers des activités, notamment des animaux de compagnie. On a notre super Lina qui boucle pour nous le principe de « on a testé pour vous » et elle teste pour nous une association toute particulière. On regarde en image et on revient. Bonjour Yasmine et bonjour à tous. J'ai trouvé ce petit chien abandonné, seul. Du coup, avec mamie, on l'a ramené à la maison et on a appelé une association. Et puis, ils nous ont dit d'abord, il faut passer par le vétérinaire. C'est parti. Bonjour Lina. Bonjour. Ça va?
Ça va bien, merci. Alors, qu'est-ce que tu as ramené aujourd'hui? J'ai ramené un petit chiot et je l'ai trouvé devant l'école. Personne ne faisait attention à lui Et pourquoi tu veux pas le garder? parce que j'en suis allergique. Donc, il faut qu'on fasse un petit examen clinique général, d'accord? Et puis, un vaccin? Mais il va pas avoir mal. Non, du tout. Pourquoi il va avoir mal? Parce que quand le docteur, moi, il me fait des vaccins, moi, j'ai très mal. Eh ben, mais t'es courageuse. Allez, on y va. On va le faire sortir doucement parce qu'il a peur. Alors, les mecs, il sent bien. On va lui faire la petite piqûre. Il est courageux, tu as vu? Il est courageux. Voilà, il n'a rien senti. Ah, mais c'est quoi ça? C'est le vermifuge contre les vers. Et il est bien. Donc maintenant, je vais monter lui faire le toilettage. Très bien, voilà. Alors voilà ton petit chiot. Tu as vu? Alors il a pris son bain. Maintenant, on doit remplir son carnet de vaccination. D'accord. Alors tu vas l'appeler comment? Wolf. Oh là, Wolf. Très bien. On vient d'arriver à l'association et maintenant je vais aller voir Leïla pour voir ce qu'elle va faire de mon Wolf. Bonjour Lina, comment vas-tu? Ça va bien. Alors, tu as ton petit chien, il est parti chez le vétérinaire? Oui. Je vais récupérer le carnet de vaccination et je vais te montrer comment ça se passe à l'association. Viens avec moi. Alors, tu es chez Comme Chien et Chat Maroc. On est une association marocaine de protection des animaux, d'accord? C'est une association qui a été créée en juillet 2017 et ce centre de convalescence que tu vas voir là, il a été ouvert en août 2018. Viens. Voilà. Alors, déjà, je vais voir son carnet de vaccination. Je peux le garder en attendant? Bien sûr, vas-y. Il est vacciné, vermifugé. Coucou Wolf. Est-ce qu'il y a d'autres chiens comme Wolf? Oui, il y a énormément de personnes qui font des sauvetages comme toi, qui trouvent des chiens abandonnés dans des états qui ne sont pas du tout bien et qui les sauvent, qui les ramènent chez des vétérinaires et puis après ils les ramènent à l'association. Et qu'est-ce que tu vas faire de mon Wolf? Il va rester là, on va prendre soin de lui, on va le nettoyer, on va lui donner à manger quotidiennement. On va lui couper les dents. Oui, toilettage, on va faire ça. Et puis, je vais te montrer les autres chiens. Il va jouer avec les autres chiens quand il peut. Et tu pourras venir le voir quand tu veux. Est-ce que des personnes peuvent venir pour adopter des chiens? Principalement, les gens, ils font ça. Principalement. C'est juste des exceptions comme toi qui sont allergiques ou qui ne peuvent pas garder les chiens qui parrainent les chiens ici. Tu l'aimes bien? Oui. Je vais te montrer où on va le mettre. D'accord. Combien de fois par jour il mange? 2 fois par jour normalement, quand il est petit. Mais quand il va grandir, une fois par jour. Tu as vu, il y a des chiens ici. Waouh. Et normalement, ils sortent en journée. Trop mignons. Oui, tu as vu ça? Oui. Il a pas un petit matelas où s'allonger, lui? On va lui ramener un petit matelas. Merci beaucoup, Lina. On est rien. très fiers d'avoir des petites filles comme toi dans l'association. Je te laisse jouer avec ton petit chien. 5 minutes, d'accord? D'accord. Bye bye, Wolf. Je reviens la semaine prochaine. Je viens de sortir de l'association Comme Chien et Chat. J'ai passé une merveilleuse journée avec mon Wolf. J'invite tous les enfants et même les adultes à venir adopter un chien. Parce que sans cette association, les chiens n'avaient rien à manger, les pauvres, et n'avaient pas où dormir. Et en plus, si vous en êtes allergique, pas besoin de pleurer, car vous pouvez tout simplement le parrainer. Parrainer, ça veut dire le laisser à l'association chaque semaine ou bien chaque vacances. Vous pourrez venir le voir, le nourrir, jouer avec lui et faire tout ce que vous voulez avec lui. Yasmine, je te passe l'antenne. Au revoir Yasmine, au revoir, on se dit tout. Bon, on aurait adoré que tu gardes l'antenne, hein. Je peux te l'assurer ici. Elle est à croquer, hein. Elle est magnifique. Ça va beaucoup d'intelligence, beaucoup de
Alors, comme chien et chat, La relève est... est assurée, hein. Je peux partir tranquillement. Bravo, en tout cas, merci beaucoup Lina d'avoir partagé avec nous cette belle expérience d'association, de parrainage. Justement, comme disait Lina, elle est allergique, elle ne peut pas garder le chien, mais elle peut le parrainer, donc elle peut le laisser à l'association et aller le voir une fois par semaine. Donc voilà, ça lui fait son chien, même s'il n'est pas à la maison, mais il y a ce contact. Et tout ça aussi, c'est important aussi. Pourquoi ne pas faire ça pendant les vacances? On tombe sur un animal abandonné, en prendre soin. C'est aussi une manière de responsabiliser les petits sur ces choses-là. Tout à fait. C'est très important. Et puis c'est une bonne alternative parce que parfois certains parents vous disent nous on habite en petit appartement, on a des allergies, etc. Mais ça c'est une bonne chose. Absolument. C'est une option. C'est une option qui... En tout cas, moi je pense qu'au-delà d'adopter ou de s'occuper, il y a une éducation citoyenne qui doit commencer au jeune âge. Ça manque cruellement aujourd'hui dans notre société. Une structure pareille aide justement à cette éducation citoyenne. Nous, on citoyenne. fait par exemple, dans la maison de plage, on va impliquer tous les enfants pour le nettoyage de la plage locale. Et puis bon, c'est élégant, puis dans la bonne humeur, avec un goûter, avec une récompense à la fin, et puis on va nettoyer la plage. Ça, c'est des actions citoyennes. Et plus tôt on le fait dans l'âge, plus on va inculquer dans la future génération la citoyenneté. Et ensuite, pendant l'été, lorsqu'ils seront sur la plage, ils éviteront de jeter des choses. Et puis ça deviendra surtout des réflexes d'adultes. Voilà, c'est ça. Parce que les enfants sont facilement malléables, on va dire, mais c'est ensuite lorsqu'ils grandissent qu'ils perdent le bon sens, non? S'ils y voient un intérêt, ils ne le perdent pas. Ils ne le perdent pas. Ils ne le perdent pas. C'est-à-dire que, oui, il faut c'est-à-dire les éduquer pour être de bons citoyens par la suite, mais il ne faut pas uniquement leur transmettre, voilà, quelles sont les valeurs et qu'est-ce qu'on devrait faire. Il faudrait qu'ils y voient vraiment, parce qu'on est l'être humain en général est un être égoïste à la base. Donc, s'il n'y voit pas un intérêt pour lui, ensuite, pour la communauté, il ne fera rien. Ou, en tout cas, ça ne durera pas. Mais alors, comment on lui montre l'intérêt pour lui quand c'est, on va dire, à une échelle beaucoup plus grande, comme l'environnement, comme les actions citoyennes? En lui montrant uniquement comment ça peut être plus agréable si c'est propre. Ou je ne sais pas, par exemple, la consommation d'eau excessive. On pourrait lui montrer des documentaires faits sur des personnes qui manquent d'eau et lui montrer à quel point ce n'est pas quelque chose qui arrive qu'aux autres. C'est-à-dire que il faudrait le mettre dans des situations concrètes, qu'il soit vraiment acteur de ce qui se passe. On se voile les yeux, on a l'impression que oui, c'est trop loin, ça arrive dans d'autres contrées lointaines, mais pas chez nous, alors que le manque en eau est une réalité. Donc il faudrait quand même sensibiliser les enfants et ne pas avoir peur de les traumatiser. Parce que le traumatisme... On a peur de ça, c'est vrai. Le traumatisme est apprenant. Vous savez, il y a même un ouvrage qui vient d'être publié qui dit « Traumatiser vos enfants pour en faire des êtres je veux dire, capable d'être dans la... Mais vous savez, te choque quand même. Ça choque. Hein, et moi, je prends un risque en le disant à l'antenne, parce qu'après, on va me dire, mais ça va aller. Mais en fait, ce qu'ils veulent dire derrière cette phrase, c'est que les traumatismes, on va les vivre de toutes les façons en étant enfant. Maintenant, est-ce que c'est un traumatisme volontaire ou non volontaire. Si c'est volontaire, on sait où est-ce que ça va et on sait comment rectifier le tir. Si c'est pas volontaire, on ne sait pas ce que ça fait des dégâts et on ne se rend pas compte en tant qu'adulte que ça fait des dégâts. Il faut qu'ils soient confrontés à la réalité. Bien sûr, et j'aimerais juste rebondir par rapport à ça et vraiment inviter les parents qui nous regardent à emmener leurs enfants partout. Un enfant, c'est pas fait pour rester à la maison, pour aller à l'école ou pour aller l'emmener au sport. Quand on voyage, quand on va quelque part, même si c'est des endroits qui sont peut-être difficiles d'accès en montagne ou des choses comme ça, à partir d'un certain âge, ça s'adapte très vite à un enfant. Ouais. Et c'est important qu'ils puissent voir tout ça de leurs propres yeux. Et ça leur fait des expériences qui, par la suite, vont les forger et les mener à devenir des adultes responsables. Voilà. Absolument. Alors, c'est intéressant de les faire sortir de leur zone de confort. C'est pas toujours le lit douillet, le petit déjeuner préparé, etc. Le camping, les choses spartiates. Des fois, ça fait du bien. Ils se rendent compte de la valeur des choses qu'ils ont, du confort qu'ils ont à la maison. En fait, c'est en les privant de certains conforts qu'on arrive à leur donner la leçon et à les forger. Exact. Et vous disiez tout à l'heure, on a des fois peur de les froisser, mais ça, c'est notre plus grand problème aujourd'hui en tant que parents, c'est parce que le lien avec l'enfant est devenu très solide et très passionnel. Pourquoi ? Parce que
le lien entre les parents, l'homme et la femme, s'est fragilisé. Et donc, du coup, on n'a plus que cet enfant. Tout notre investissement va vers cet enfant. On a peur qu'il ne nous aime plus. Et comme il y a cette ambivalence de sentiments, l'enfant, il te dit « je t'adore, maman », et quand je ne veux pas lui offrir ce qu'il veut, je te déteste rapidement. Et ça effraie. Mais il faut savoir que ça fait partie de l'évolution, du développement de l'enfant. Et lui faire vivre des situations difficiles par rapport aux choses difficiles, enfin aux coins difficiles d'accès, ou aussi des situations où on les emmène à l'hôpital, voir des gens qui sont dans des situations de maladie ou autre chose. Les orphelinats, vous en pensez quoi? C'est très important. Mais à partir de quel âge on peut emmener un enfant vivre ce genre d'expérience vraiment... Très très jeune, si on l'accompagne d'un discours clair, précis, qu'on explique le tout et qu'on dit que ce n'est pas des fatalités, ça veut dire que cet enfant qui est à l'orphelinat n'est pas destiné à être marginalisé ou autre. C'est lui apprendre, à travers l'image qu'il voit, lui apprendre et lui passer un tas de messages. Parce que ça me rappelle l'expérience d'une maman qui me disait qu'elle avait emmené sa fille vers l'âge de 3-4 ans dans un orphelinat, justement. Et la petite en est sortie traumatisée parce qu'elle avait peur de se retrouver elle aussi dans la même situation. Et donc, ça avait fait pleurer la petite pendant des jours. Ça parle de la peur de la maman. Parce que si elle a eu peur, c'est que la maman a eu peur pour sa fille, qu'elle soit traumatisée ou qu'elle-même, ça parlait d'elle. Quelque chose a fait qu'elle avait un sentiment d'angoisse. Bien expliqué aussi. Exact. C'est vrai qu'il faut rassurer l'enfant en lui disant... Peut-être que la maman a choisi les mauvais mots. Hein. Si tu es pas sage, c'est là-bas que je vais t'emmener. Il y a des parents qui font ça. Hein. Il y a des parents qui... Même on va parler au niveau alimentaire, c'est pareil. Si tu ne manges pas, tu n'auras pas. La menace, de toute façon, c'est toujours une mauvaise idée. Ça nous ramène à un autre sujet de l'alimentation maintenant. Si tu ne manges pas, tu n'as pas de dessert. Alors, qu'en pensent les enfants? On va voir ce qu'ils en pensent. On regarde. Si je te dis alimentation, tu penses à quoi? Si j'entends alimentation, je pense aux choses qu'on doit vraiment manger et qu'on ne doit pas manger. Je pense au fast-food parce que c'est bon, aux légumes, aux fruits aussi. Je pense aux fruits, aux légumes. Bonbons ou légumes? Bah, je préfère légumes. Tu es sûr? Sûr et certain. Je préfère vraiment les légumes. Qu'est-ce que tu aimes manger? J'aime la pomme de terre, les concombres, l'ananas, la pastèque, la poire et la pomme. Qu'est-ce que tu n'aimes pas alors? J'aime pas les haricots verts et j'aime pas la tomate et la salade. Mais tu aimes tout? Bah oui, je mange tout. C'est quoi ton plat préféré? Mon plat de mes rêves, c'est bstayla bilhout. J'adore la lasagne, c'est mon plat préféré. C'est des brochettes de poulet chinoises. Le fruit que tu aimes manger? Mon fruit préféré, c'est la pomme. Parce que c'est délicieux et comme s'il y avait de l'eau à l'intérieur. Et ton légume préféré? Mon légume préféré, c'est les carottes. Parce que c'est bien pour les yeux. C'est comme les lapins, ils mangent des carottes, donc ils n'ont pas de lunettes. Qu'est-ce que tu n'aimes pas alors? J'aime pas trop la pastèque. Les oranges aussi, j'aime pas. J'aime pas le poisson. J'aime pas trop le chocolat. Est-ce que tu manges des bonbons? Non, je prends pas de bonbons. Sinon, on va perdre nos dents. Qu'est-ce que tu préfères manger alors? Je préfère les tomates, les concombres, les fenouils et les pommes de terre. Le dessert de tes rêves? Mon dessert de mes rêves, ça serait des fruits comme la pastèque, les pommes et les bananes. Et les bonbons? Pas trop les bonbons. C'est la vérité? Je dis la vérité. Et s'il n'y avait personne et que tu pouvais manger ce que tu voulais, ça serait quoi? Je prendrais une fraise avec du chocolat. Manger un peu de bonbons et de sucettes. Les bonbons, je les prends un peu au goûter, mais pas tout le temps. Je choisirais les bonbons. Et aussi un petit peu de chewing-gum. Et voilà, la vérité sort de la bouche des enfants. On les a embêtés avec les questions, mais au final, on opte pour les sucreries. Est-ce qu'il faut... Voilà, quand un enfant nous dit, docteur Karim Louali, je n'aime pas ça, et on voyait la petite fille le dire, elle répétait, je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas. Je n'aime pas, ça veut dire quoi dans la tête d'un enfant? Ça veut dire que les parents n'ont pas bien fait leur travail. Parce que oui, c'est les 1000 premiers jours, vous savez, un enfant, c'est un disque dur vierge. Quand il est né, il n'a rien dans la tête.
Et ce sont les parents qui vont lui inculquer les bonnes, les mauvaises habitudes, les bonnes choses. Je crois que c'est méchant de dire ça. Oui, il faut le dire. Mais c'est méchant de le dire. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on commence la diversification alimentaire, c'est des moments de stress. Je ne sais pas pour vous, mesdames, les mamans. Iman, elle a l'air. Je crois que ça s'est passé comme sur des roulettes. Oui, sur ce volet-là, oui. Sur ce volet-là. Il faut vraiment écouter son instinct maternel et juste faire ce qu'on a envie de faire avec son bébé. Parce que moi, c'est vrai qu'au moment de la diversification, on dit non, il ne faut pas donner ça, il est allergique. J'avais plein de petites voix autour de moi. Mais bon, au final, ça s'est super bien passé. J'ai un enfant maintenant, alhamdoulilah, qui mange de tout, qui déteste les sucreries parce que je ne l'ai jamais habitué au sucre. Et puis voilà. Bon élève, excellent élève, vraiment. Très mauvais élève. Non, mais je vous dis pourquoi. Parce que quand on vous dit les 1000 premiers jours, c'est un réservoir vide, alors justement, les jours la période de diversification, mais c'est l'horreur. Parce qu'on met la cuillère dans la bouche et ça crache, et ça pleure, et ça ne veut pas manger. Ça teste. Ça goûte des saveurs. Alors ça moi, teste. en tant que mère, je l'ai pris vraiment comme un refus. Non, mais attention, il y a quelque chose qui est essentiel. Au-delà de la diversification alimentaire, c'est l'environnement dans lequel vivent les enfants. Environnement très sain. Oui, c'est important parce que l'enfant, il prend exemple sur ses parents. Si elle n'a pas l'habitude de voir son papa et sa maman prendre le petit déjeuner, ça, il ne le fera jamais. Mais si là, les on parents parle de 6 ne mois, mangent quand pas même, les légumes, 5 mois, 6 oui, mois. mais on s'imprègne. On s'imprègne bien avant qu'ils viennent au monde. Quand je parle de 1000 premiers jours, c'est avant la conception. Oui, c'est l'environnement dans la maison. Quand c'était encore une idée. C'est l'énergie positive qu'il y a dans la maison, c'est comment on s'alimente, ça influence tout. Donc, bon, c'est pas figé. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a l'épigénétique et heureusement qu'on peut changer ces choses-là. On peut même changer l'expression de nos gènes. C'est-à-dire, c'est pas figé. Même si vous avez fait une mauvaise diversification, vous pouvez vous rattraper. Hein. On peut se rattraper. Mais j'insiste sur ça parce qu'il faut faire goûter à l'enfant toutes les saveurs. Donc, la première des choses, moi, je responsabilise les enfants. La règle numéro 1, c'est des parents responsables. Parce que des mamans qui viennent chez moi, il ne prend que des sucreries pour manger. Et qui les achète? Eh ben, c'est moi. Ah oui. Un enfant, ça ne va pas faire les courses. Un enfant, ça ne va pas au supermarché. Un enfant, ça n'a pas d'argent. C'est-à-dire que ce sont les parents qui imposent. Mais quand on fait les bons choix dès le départ, eh bien oui. Alors, la deuxième chose, c'est la notion, il ne faut pas insister. Vous savez, quand on insiste, si tu ne termines pas ton plat, on ne fait pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va biaiser la sensation de satiété chez cet enfant-là. Et l'estomac, ce n'est pas le même. Parce que nous, on a un œil d'un adulte et on oublie que c'est des enfants, que ce n'est pas la même ration. Donc, et puis la troisième chose, il n'y a pas d'interdit. Moi, je ne suis pas contre les bonbons et les sucreries. Et les chewing-gums de temps en temps. Non, il faudrait faire comprendre aux enfants que c'est une douceur, parce qu'il y a une notion plaisir, mais c'est occasionnel. Voilà, ça doit rester. Donc, moi, je la rejoins. Moi, mon fils, je n'ai pas introduit le sucre jusqu'à l'âge de 2 ans, mais aujourd'hui, quand il y a un anniversaire, quand je prends un carré de chocolat noir, des petites choses comme ça, de temps en temps, une sucette, non, ça ne fait pas de mal. Mais dans sa tête, il sait que c'est un aliment plaisir et c'est occasionnel. Mais une bonne diversification, c'est-à-dire qu'il y a tous les goûts dans ses papilles et il mange de tout. Il peut passer d'un concombre sans rien du tout à un dessert sucré parce qu'il s'est habitué à tout manger. Et moi, je suis limite obligée de l'obliger à manger des sucreries tellement il n'aime pas ça. Ben c'est super. C'est vraiment voilà, une bonne c'est diversification. Bizarre, mais... Elle n'est pas nutritionniste, parce qu'on n'arrête pas de me dire mais vous êtes nutritionniste, etc. Et ben voilà un bel exemple. Je fais vraiment instinctivement. Ouais. Alors, Imen, parce qu'apparemment, ça s'est super bien passé pour vous. Les mamans et les parents qui démarrent la diversification, un petit conseil. Vous savez, moi, je m'étais fixé un objectif. C'est qu'avant d'avoir des enfants, je mangeais pas mal. Enfin, il y avait pas mal de choses que je ne mangeais pas. Parmi ces choses, le poisson, par exemple. C'est dommage. Et je ne le mangeais pas juste par flemme. Parce que je ne voulais pas enlever les arêtes. Et, sérieusement, c'était ça. Et il fallait que je le comprenne. Parce qu'au départ, moi, je croyais que c'était juste le goût qui ne m'allait pas. Et je me suis fixée comme objectif de tout manger parce que je n'avais pas envie d'influencer négativement mes enfants. Et j'ai fait ça en même temps qu'elles. Et du coup, elles ont appris à manger des choses. Et aussi, autre chose qui était importante pour moi, c'est de leur transmettre le goût du plat de la cuisine marocaine. Donc les tagines, les plats en sauce, le couscous, la pastilla, tout ça.
c'était important pour moi parce que c'était de la continuité. C'est leur culture, ça parle de moi. c'est normal, C'est la culture, c'est important pour moi. Et du coup, elles ont tout mangé. Les légumes les plus inattendus, le topinambour, on parle de choses... Mon fils, je faisais des compotes de topinambour et il prenait ça au matin. Elle a mis le doigt sur... Sur des choses très intéressantes. Alors, il y a la notion de convivialité, c'est-à-dire la notion de tagine marocain. Mais en fait, c'est important. Le repas, c'est un moment de joie. Non, quand on est à table et qu'on se dispute et qu'on règle ses comptes devant les enfants et quand il n'y a pas... Non, il faut que le repas soit un moment de convivialité, de bonheur, de partage. Il faut faire participer les enfants très jeunes à la préparation des choses. Quand on a le temps, on va faire la soupe ensemble, on va faire le dessert ensemble, on va faire des choses ensemble. Et puis, il faut bien présenter les choses. Les légumes, on peut les décliner d'un million de manières différentes. On peut faire mettre des brochettes de légumes croquants, plein de couleurs et c'est bon, en assaisonnant très bien. Donc, il faut jouer sur les couleurs, les saveurs et la convivialité est quelque chose d'essentiel. Le repas en famille, c'est très important. Alors, j'espère que avec ces vacances d'été, vous avez un peu plus de temps pour des repas de famille, on va dire, avec plus de convivialité, avec plus de temps. Et d'ailleurs, beaucoup de fruits et de légumes de saison, surtout les fruits, on peut vraiment se faire plaisir. Merci infiniment. Mais on est obligé de rendre l'antenne. Voilà. J'étais très, très heureuse de vous recevoir pour cette dernière de la saison. Fayrouz Chbani, merci infiniment d'avoir été là. Imen Jbilo, merci beaucoup d'être revenu. Dr Karim Louali, on vous a tellement réquisitionné cette année. Merci d'avoir accepté de faire cette dernière avec moi. Un grand merci à toute l'équipe, sans exception. À Tanger, à Rabat, à Casa, tout le monde, la réa, la prod, la post-prod, tout le monde, la logistique, tout le monde. Merci infiniment pour votre confiance, votre fidélité. Merci pour la bonne humeur de la régie et des couloirs. Merci à vous pour vos encouragements sur les réseaux sociaux. Et à très très vite, à la rentrée. Et n'oubliez pas que je reste quand même sur les ondes de Média cet été. Pour vous avec Farhana. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous sur Média TV. Et à très vite. Au revoir.